comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter des grands enjeux locaux de cette élection. Déshabillons-les, c'est l'émission où je déshabille les politiques en tout bien, tout honneur. En cette année d'élection municipale, Itinéraire Bis reprend la route à la découverte de villes en pleine transformation pour une balade dans une France inattendue. Europe Hebdo, c'est l'actualité européenne dans tous ses états. Dans Génération Europe, on parle des enjeux de l'Europe avec des étudiants français et étrangers. Shake that. L'actualité politique vue du web. Bibliothèque Médicis, une émission littéraire reconnue de référence pour les auteurs, leurs livres et pour le public dans un lieu exceptionnel. Culture T, c'est l'émission de tous les arts dans tous les territoires. Un lieu, une histoire, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles conversations sur les hauts lieux de la Grande Guerre. Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous des initiatives écolo. Enquête d'Europe, c'est une manière singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion. Au cumul des indemnités. Parce que pour les Français... Et les sénateurs proposaient ici au Sénat de ne pas cumuler ces indemnités. Absolument. Donc, et ils ont voté cette disposition. Oui. Ils ont dit, bon, quand on est sénateur et maire, par exemple, on ne perçoit que l'indemnité de sénateur. Et finalement, le mandat de maire, il est tellement beau qu'on peut le faire de manière bénévole. C'est pour montrer aux Français que l'attachement à ce cumul pour les sénateurs n'est pas lié à des questions financières, comme bien des gens le pensent. Je le regrette et donc j'espère que ça permettra de rétablir une partie de la vérité. Mais le cumul n'est pas totalement terminé parce qu'on le voit au gouvernement, il y a 15 ministres qui vont être candidats aux élections municipales. Alors certes, pour des postes de conseillers municipaux qui ne sont pas touchés par cette limitation du cumul, mais il y a donc beaucoup d'hypocrisie encore dans l'air sur cette question. Non mais heureusement, il s'agit de ne pas cumuler une fonction parlementaire avec un mandat parlementaire avec un mandat exécutif local, une fonction exécutive locale. Mais un mandat local... Donc vous pouvez conserver cet ancrage local. Oui, mais c'est pas la même chose et ça sera de moins en moins le cas au fil du temps. Puisque là, on a cette expérience pour ceux qui vont arrêter. Ils ont été maires, ils savent ce que c'est que de construire des logements, ils savent ce que c'est que de faire une crèche, ils savent ce que c'est que de gérer une école, ils savent ce que c'est que de développer des plans d'urbanisme. Bref, les maires, ils savent tout. C'est eux qui détiennent la vérité démocratique en réalité. Et donc, parce qu'ils connaissent la vie de nos concitoyens. Et donc, on a à bénéficier, j'allais dire, de cette connaissance au niveau juridique, au niveau de la façon de faire les lois, d'apporter cette expérience
Et donc, c'est regrettable, je le crois, pour le Sénat, complémentarité avec l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en contrepartie de la limitation des cumuls, il va vraiment falloir travailler sur le statut de l'élu local? C'est un vieux serpent de mer. On le sait. Hier soir, il y a une proposition de loi qui a été votée en ce sens ici au Sénat, qui va revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Mais cette proposition, elle ne va peut-être pas assez loin, non? Qu'en pensez-vous? Elle améliore déjà quand même sensiblement les choses, puisque maintenant, tout le monde aura droit à une couverture sociale. Ce n'était pas le cas encore. Et puis, jusqu'aux communes de 1000 habitants, cette couverture sociale, elle sera gratuite. Donc, c'est quand même une avancée. Mais il faudra aller plus loin pour permettre... Est-ce qu'il faut un salaire? Il faut permettre à des salariés... La démocratie locale, excusez-moi de ma véhémence, elle a un coût. Elle a un coût parce qu'il faut l'assumer. Et il faut la revendiquer même, cette démocratie locale. Elle a un coût, le fonctionnement. Et donc, il n'est pas anormal qu'il y ait des indemnités qui permettent à quelqu'un soit de cumuler son travail avec une fonction d'exécutif local, maire, je dis maire parce que les gens comprennent maire. Donc on pourrait être maire et salarié, encore faut-il qu'ils aient la possibilité d'exercer leur fonction de maire. Mais est-ce que vous croyez qu'en période de crise économique et morale, de défiance très forte vis-à-vis des politiques, on va pouvoir proposer comme ça un véritable statut avec un salaire, des conditions matérielles nécessaires pour travailler aux Français? Est-ce que ça va être accepté par l'opinion publique? Oui, je pense que les Français sont prêts à accepter ça pour une seule catégorie d'élus, les maires. Parce que c'est les seuls qui sont respectables par les Français et respectés. On va parler de la décentralisation. Oui. Le ministre chargé des relations avec le Parlement l'a annoncé cette semaine. Il y aura une loi, une première lecture avant l'été. Et puis je pense qu'il va le confirmer tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat puisqu'il va répondre à une question de Jean-Pierre Raffarin. Les régions tiendront une grande place dans ce projet de loi sur la décentralisation. Il y a eu beaucoup de tâtonnements puisque ce projet de loi va remplacer deux autres qui étaient prévus, qui étaient préparés par le cabinet de Marie-Lise Lebranchu notamment. Les compétences des régions vont être accrues au détriment des départements alors? Non, il faut trouver un moyen terme. Mais la vérité, c'est que... c'est quand même ce qu'a dit le gouvernement. Les compétences des régions vont être accrues. Oui, non. Comme il y a une volonté de rationalisation... Un pouvoir réglementaire va être délégué aux régions. Ça, c'est une avancée dans la décentralisation. Et donc, après, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, il va se faire. Moi, je plaide pour la subsidiarité. Ce qui peut se faire au plus près doit être fait au plus près. Et donc, je plaide pour des couples, ça dépend, mais je plaide pour des couples qui soient, j'allais dire, commune, intercommunalité, région. Mais pourtant, la diversité de notre territoire est telle que dans certains départements, les conseils généraux sont indispensables. Indispensables. En milieu ruraux? Dans les milieux ruraux. Que le chef d'État là-dessus? Oui, c'est clair. Vous savez, c'est pas la même. C'est pas le. Oui, en milieu rural, dans les milieux ruraux, Donc, c'est pas la même chose d'être un département comme le Lot, l'Ariège, la Haute-Saône, et un département comme le Rhône, ou un département intermédiaire comme le mien, comme la Côte d'Or, où il y a tout à la fois une grosse agglomération et un gros secteur rural. Ou les départements de la petite couronne parisienne qu'il faudrait supprimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Ayrault? Le terme de supprimer... mais à un moment, il va bien falloir rationaliser et faire des coupes. Oui, non, mais moi je suis pour des transferts de compétences et pas forcément pour, j'allais dire, des décisions qui tombent à la hache comme cela. Cela dit, quand on est dans un processus tellement urbain, ou tellement urbanisé que celui qu'on connaît, évidemment, il faudra simplifier. Je dis simplifier plutôt que de supprimer. Marie-Lise Lebranchu, qui était sur le plateau de Public Sénat il y a 2 jours, nous l'a confirmé. Il y aura des régions qui vont disparaître. Alors vous êtes pour quelle solution? Des fusions volontaires? Ou va falloir prendre le scalpel, découper Marie-Lise Lebranchu dit des régions vont disparaître. Non, parce que ce qui fait l'histoire de la France ne disparaîtra pas. Mais le découpage administratif qui est celui de la France aujourd'hui ne correspond pas forcément à l'histoire de notre pays en termes de provinces, etc. Simplement, il faut, j'allais dire, des regroupements volontaires. Et pour que ces regroupements soient facilités, il faut une incitation fiscale. Il faut une aide financière. Donc ça va être la méthode de la carotte et du bâton. Ça, c'est vous qui employez cette expression, mais... c'est un peu ça, non? J'allais dire, c'est vrai que ça marche mieux quand on dit aux élus, si vous vous regroupez, si vous avancez ensemble, vous serez plus aidés que si vous ne le faites pas. Et ça marche. Et c'est ce qu'il faut faire.
pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de volontariat. Hein. J'ai pas vu beaucoup de régions qui avaient envie de fusionner ensemble. Donc, à un moment, il va falloir prendre des décisions à la place des collectivités, Oui, peut-être. J'ai dans mon champ de vision le président du conseil régional de Bourgogne qui, je sais, a dit qu'il était prêt François Patria, à envisager un rapprochement. Alors après, il y a des phases dans un rapprochement. On ne décide pas comme ça une fusion du haut. On ne décide pas de fusion du haut. On décide des rapprochements. Ça se fait par étapes. Et c'est mieux, et il sera d'accord avec moi, c'est mieux s'il y a une incitation financière. Ouais, c'est mieux avec une incitation financière. Il va falloir la concertation. Vous y croyez vraiment? On a tellement de mal à bouger quand même les collectivités territoriales en France. On l'a vu encore ici avec le texte sur les métropoles. À part la métropole de Lyon, tout s'est fait dans la douleur. À Marseille, les élus marseillais sont venus manifester ici dans cette salle des conférences. Le Grand Paris, ça s'est fait aussi dans la douleur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Ça dépend quel est le niveau de collectivité qui est concerné. C'est vrai que on peut pas faire des regroupements du niveau national imposés au niveau local sans concertation. Donc il faut du dialogue, il faut du compromis. Et c'est ce que j'appelle le compromis territorial qu'il faut aujourd'hui acter. Pour cela, il faut dépasser les limites partisanes. Jusqu'à présent, il faut un référendum pour fusionner deux collectivités. Est-ce qu'il va falloir revenir sur cette disposition de la réforme territoriale de 2010, un référendum préalable à toute fusion? Personnellement, je ne le pense pas. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que la solution, c'est le compromis territorial. La solution, c'est le compromis. La solution, c'est le dialogue transpartisan sur ce sujet. D'autres questions, François Rebsamen, avant que la séance ne commence. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, présente aujourd'hui son bilan de la délinquance et les chiffres sont mauvais. Est-ce que c'est sa méthode qui est à l'épreuve? Non, non, tous les chiffres ne sont pas mauvais. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation, il l'a constaté lui-même, des vols et cambriolages. C'est vrai que cette augmentation a été différente suivant les zones, parce que c'est comme ça, zone de police plus importante et zone de gendarmerie moins importante. Mais il y a une augmentation générale des vols et cambriolages. Et Manuel Valls a raison de dire qu'il faut travailler à l'international parce qu'il y a eu multiplication des mafias étrangères venant de pays d'Europe. Je pense, après tout, autant dire les choses clairement, je pense à l'Albanie, je pense au Kosovo, beaucoup de bandes organisées sont venues. Il y a des pays aussi qui sont présents dans l'Union européenne, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Vous pensez aussi à ces pays-là? En tous les cas, il a cité Manuel Valls, j'ai écouté son intervention, ses remarques. Il a cité, parce qu'il y a eu des démantèlements, l'Albanie et le Kosovo. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut amplifier notre coopération avec ces pays et il faut lutter contre ces mafias étrangères qui viennent à grande échelle pratiquer nombre de cambriolages dans notre pays. Dernière question sur Manuel Valls. Il baisse dans les sondages alors qu'il caracolait jusque-là en tête. Est-ce que c'est parce qu'il donne trop le sentiment de jouer sa partition en solo? Non, non, mais je pense qu'il était à un tel niveau, de popularité que je lui aurais souhaité d'y rester, mais c'est pas dramatique ce qui vient de lui arriver. Je veux dire, une baisse dans les sondages, peut-être c'est un clivage qui s'opère à nouveau droite-gauche, voilà, mais c'est un bon ministre de l'Intérieur. Ouais, c'est un bon ministre de l'Intérieur, vous le soutenez. Ah oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup François Rebsamen d'être venu en direct sur notre plateau. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque la séance des questions d'actualité au gouvernement va débuter dans quelques instants. Je vous rappelle que cette séance va commencer par une question de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sur la décentralisation et c'est Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui va lui répondre puisque le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est absent de l'hémicycle du Sénat cet après-midi. D'autres questions cet après-midi sur la politique familiale, le financement des 30 milliards. Là, c'est l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, au nom du groupe du RDSE, les radicaux de gauche ici au Sénat, qui va poser cette question au gouvernement. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, qui lui répondra. Et puis, je le disais également tout à l'heure, François Trucy, le sénateur UMP du Var, va s'exprimer sur les inondations dans son département le week-end dernier. Et bien sûr, là aussi, on attend des réponses concrètes, précises, notamment pour les habitants de ces départements sur ces inondations. Parmi les autres points qui vont être abordés, eh bien une question de David Assouline, le porte-parole du Parti socialiste, sur la TVA applicable ou non à la presse numérique. Là aussi, c'est Bernard Cazeneuve, le ministre chargé du budget, qui va lui répondre. Et puis d'autres questions, par exemple sur les OGM, ça c'est une question du groupe des Verts, du sénateur Joël Labbé, une question adressée à Stéphane
Le Foll, des questions sur les fonds structurels européens. Donc vous voyez un panel de thèmes abordés très très large. Une dernière question à François Rebsamen, puisque la séance ne démarre pas et que vous êtes resté avec nous. Dans une interview au Monde de ce soir, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, dit qu'il est prêt à voter la confiance au gouvernement, même si le Sénat ne vote pas la confiance, sur le pacte de responsabilité. Est-ce qu'il y a finalement, il y aurait une majorité de centre, droite modérée, gauche, qui pourrait se dégager autour de ce pacte de responsabilité? Non, je pense que sa position, elle est tout à fait respectable. C'est une bonne. C'est bien quand il y a un élu, quel que soit son parti, qui dit parce que je le pense, je le fais. J'y crois, je le vote. Donc moi, je dis respect. Voilà, la séance commence. Merci François Rebsamen. On va suivre ces questions d'actualité au gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question concerne la décentralisation. La décentralisation pour notre Assemblée ici au Sénat, l'Assemblée des territoires, malgré la contestation malvenue du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, l'Assemblée des territoires, pour nous, la décentralisation reste une grande ambition politique. Ce n'est pas un dossier technique et c'est pour ça que le Sénat n'a pas voulu être dispersé par une succession de textes, mais essayer de définir une ligne d'horizon, de perspective pour la décentralisation. Nous avons ainsi décidé, Monsieur le Président, sous votre autorité, une mission d'information dont j'étais le président et dont Monsieur Yves Crattinger était le rapporteur pour essayer de définir un certain nombre de perspectives. Nous en avons trois principales que je veux rappeler à votre attention. La première, c'est la défense de la commune. Les maires sont inquiets et au moment où on va appeler à leur renouvellement, il faut les soutenir. Soutenir la commune, premier espace républicain, mais évidemment, qui défend la commune doit défendre l'intercommunalité, parce que la commune a besoin de solidarité, et nous défendons une intercommunalité d'une manière très large dans cette Assemblée, une intercommunalité collégiale et non pas hiérarchique. Deuxième idée très importante, pour défendre la ruralité. La ruralité, je sais bien, ce n'est que 15 millions de personnes, mais c'est 15 millions de personnes qui comptent dans notre pays. Et pour défendre ces 15 millions de personnes, c'est le département où se fait l'équilibre entre le rural et l'urbain. Je sais qu'on peut défendre aussi légitimement le département pour les espaces urbains, mais pour l'équilibre urbain-rural, le département est indispensable et qui défend la ruralité doit défendre le département en charge de la cohésion sociale et territoriale. Troisième idée très importante, puisqu'il nous faut faire des économies, la décentralisation ne peut pas être exempte des économies nationales à faire, il faut faire des économies et pour ça éviter tous les doublons et notamment éviter la concurrence entre les régions et les départements. Pour éviter la concurrence entre régions et départements, pour éviter la cantonalisation de la région, on fait des régions plus grandes et des départements qui restent en charge de la cohésion, mais des régions qui font de la stratégie, qui travaillent sur les grandes infrastructures, sur les grandes questions universitaires, sur la politique des entreprises, des sujets stratégiques. Et dans ce contexte-là, on a des régions et des départements qui évitent les doublons et on fait des économies. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quelle place réservez-vous au Sénat dans les projets du gouvernement en matière de décentralisation annoncés par le Président de la République? Le Sénat est un partenaire pour vous fiable. Quelle place lui réservez-vous et quelle place réservez-vous aux idées du Sénat dans cette réflexion? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalies, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est en déplacement à Metz aujourd'hui avec Madame Lebranchu et il m'a chargé, comme ministre délégué auprès de lui, de vous répondre, puisqu'ils auraient souhaité pouvoir le faire personnellement. Votre question rencontre d'ailleurs très largement les déclarations du Président de la République, qui vient de réaffirmer sa détermination à poursuivre l'effort de simplification de l'organisation administrative de notre territoire. Le gouvernement a été chargé de préparer donc un second volet de la réforme de la décentralisation qui permettra de clarifier les compétences entre les différents niveaux des collectivités et ainsi de lutter contre les enchevêtrements et les trop nombreux doublons. Le rôle moteur des régions en matière de développement économique sera renforcé par le transfert de nouvelles compétences de l'État. Je peux notamment citer les aides aux entreprises, le soutien à l'innovation. Concernant les départements, le gouvernement a pris la pleine mesure de leur action en matière de cohésion sociale et de solidarité territoriale, pour reprendre votre expression. Leurs attributions en ces domaines seront enrichies et précisées.
pour être clair, nous sommes opposés à la suppression des départements sur tout le territoire, comme proposé par exemple par M. Jean-François Copé. Ce serait aujourd'hui un non-sens. Dans les zones rurales notamment, ils jouent un rôle essentiel pour la cohésion sociale et territoriale, et vous l'avez dit fort justement. Pour autant, cette organisation territoriale ne saurait rester figée. Dans un souci d'efficacité, elle doit aussi permettre aux collectivités territoriales de s'adapter aux spécificités de chaque territoire. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé les conférences territoriales de l'action publique. En leur sein, les représentants des différentes collectivités de chaque région auront la possibilité d'affiner par voie de délégation l'exercice de leurs compétences. Face à des régions aux prérogatives renforcées, nous devons collectivement nous poser la question de leur nombre, de leur taille, comme vous l'avez fait. Si certaines atteignent déjà une taille suffisante pour exercer de nouvelles compétences, d'autres pourraient être amenées à se regrouper ou à mutualiser leurs services. Pour les accompagner, nous travaillons à la mise en œuvre d'incitations financières dans le calcul des dotations de l'État. Le gouvernement souhaite que le débat sur la carte territoriale ait lieu avec l'ensemble des forces politiques. Et à ce titre, vous l'avez rappelé, le gouvernement se félicite que le Sénat, d'une certaine façon, nous ait devancés à travers la mission commune d'information confiée à vous-même, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et à Monsieur Yves Crattinger. Et le gouvernement tient à saluer la qualité de ce travail et naturellement poursuivra cette réforme qui a été engagée avec un rôle particulier pour être à l'écoute non seulement de vos travaux, mais aussi pour poursuivre le dialogue avec le Sénat. Merci. La parole à Aymeri de Montesquiou pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons inlassablement déclaré que votre augmentation des impôts tuerait l'impôt, que nous assisterions à une démonstration in vivo de la courbe de l'affaire. La baisse des recettes fiscales en est l'illustration. Les dernières déclarations du Président de la République sonnent comme un aggiornamento et la prise de conscience du découragement croissant des entreprises depuis 20 mois. On peut chiffrer ces propos. Une baisse des charges des entreprises de 50 milliards et une baisse des impôts sur les ménages de 6 milliards d'ici 2017. Une baisse dès 2015 du déficit budgétaire de 15 milliards pour parvenir aux 3% maastrichtiens. Nous nous y sommes engagés auprès de la Commission. C'est la crédibilité de notre signature sur les marchés qui est en jeu. Sans elle, le poids de nos remboursements ne pourra que s'alourdir. La croissance étant atone, les recettes fiscales se réduisant ou étant gelées, l'équilibre ne pourra se faire qu'en diminuant les dépenses, constituées à 50% par les salaires. Il est exclu d'amputer l'investissement public pour ne pas ajouter la crise à la crise. Il faut donc réduire les dépenses de fonctionnement. Je rappelle que le nombre des agents publics par habitant est le plus élevé de l'Union, mais je n'imagine pas que vous envisagiez de diminuer leur rémunération ou de renoncer aux 35 heures, hélas, uniques au monde. Aussi, je reprendrai les conclusions du rapport de la Cour des comptes de juillet 2012 et paraphraserai Paul Quilès en affirmant « Il ne faut pas seulement dire qu'il faut diminuer le nombre d'agents publics ou des missions, mais il faut nous dire lesquels. Monsieur le ministre, quelle va être la réduction annuelle du nombre d'agents publics ou des missions que vous envisagez et dans quel ministère? Ne me répondez pas, s'il vous plaît, que vous allez créer un nouveau haut comité consultatif. » Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, pour cette question.
qui va d'abord me donner l'occasion de faire un point sur les chiffres, car je ne sais pas où vous avez trouvé les vôtres, mais ils ne correspondent absolument pas à ceux qui sont dans les rapports de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques. D'abord, pour ce qui concerne les déficits, je veux bien admettre qu'ils puissent parfois diminuer moins vite qu'ils n'ont augmenté par le passé, mais le fait que les déficits diminuent moins vite qu'ils n'ont augmenté par le passé ne signifie pas qu'ils augmentent. Alors je voudrais donner la séquence de la réduction des déficits publics pour que nous disposions tous des mêmes éléments statistiques et chiffrés. Le déficit public, lorsque nous sommes arrivés en 2012, le dernier connu, était de 5,3%. Au terme des efforts que nous avons pris en loi de finances rectificative 2012, il était de 4,5. Nous serons autour de 4,1 en 2013 et 3,6 en 2014. Nous avons fait un effort structurel sans précédent, cela a été reconnu par le Haut Conseil des finances publiques, de 1,3% en 2012 et de 1,7% en 2013. Et si je prends, pour appuyer le propos et faire la démonstration jusqu'à son terme, le déficit des comptes sociaux, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, il était de plus de 20 milliards en 2011, il est passé à un peu plus de 17 milliards en 2012, il sera de 16,2 milliards en 2014, puisque nous avons sous-exécuté l'ONDAM à hauteur de 1 milliard, et de 12,8 milliards en 2014. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 mois, nous aurons diminué de 8 milliards le déficit des comptes sociaux, là où il avait spectaculairement augmenté au cours du dernier quinquennat. Par conséquent, monsieur le sénateur, comme j'ai senti un peu d'angoisse dans votre question, je voulais, par la précision de votre réponse, faire en sorte que vous puissiez partir plus serein de cet hémicycle après les questions que vous n'y êtes rentré. Par ailleurs, vous indiquez les économies. Mais bien entendu que nous allons faire des économies. Nous allons en faire beaucoup plus que vous n'en avez réalisé. Là aussi, quelques chiffres qui devraient être de nature à vous rassurer totalement. La dépense publique a augmenté entre 2007 et 2012 de 170 milliards. Ce n'est pas la question, mais c'est ma réponse, parce que sur ces sujets-là, il faut être extrêmement précis. 170 milliards entre 2007 et 2012, un peu plus de 2% d'augmentation de la dépense publique pendant cette période. On est aujourd'hui à 0,4% dans le budget 2014. Et nous envisageons de faire 50 milliards entre 2015, 2016, 2017. Alors vous me direz, réussirez-vous à les faire? Je veux vous rassurer là aussi, monsieur le sénateur, nous les ferons. Et nous les ferons avec d'autant plus de crédibilité que la révision générale des politiques publiques, c'était 10 milliards sur 3 ans, que ce que nous avons fait cette année, c'est 15 milliards sur un an. Par conséquent, nous sommes sur un chemin de réduction des déficits et de maîtrise de la dépense qui doit nous conduire à tenir les engagements que nous avons pris devant l'Union européenne. Merci. La parole est à David Assouline pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, comme vous le savez, la presse est frappée lourdement par la crise économique. Elle subit de plein fouet aussi la révolution des technologies de l'information et de la communication. Tout est bouleversé. Techniques de fabrication, distribution, métiers, usage des lecteurs et bien sûr l'ensemble du modèle économique. Nous sommes dans ce moment où l'ancien meurt et le nouveau peine à accoucher. L'enjeu, c'est bien sûr la sauvegarde des titres et des emplois. Mais l'enjeu plus global pour notre société, c'est de continuer à avoir une information de qualité, diverse et pluraliste, libre et indépendante, nécessité vitale pour notre démocratie. Après la disparition des titres nationaux, quelques-uns, les menaces sur de nouveaux titres parmi les plus prestigieux, maintenant c'est la presse quotidienne régionale qui est aussi en grand danger. Pourtant, les aides de l'État sont très importantes, mais à raison, elles sont critiquées. Certains bénéficiaires sont très loin d'avoir, je cite ce qui est exigé, un caractère général d'intérêt quant à la diffusion de la pensée, pourtant exigé pour bénéficier de ces aides. Les répartitions et priorités aussi sont contestables. À la mesure de cette crise, quelle est l'action du gouvernement pour réformer ces aides et aider à ce que notre presse affronte avec succès le défi historique qui est devant elle? Dans ce cadre, comment et quand comptez-vous mettre fin à une injustice fiscale entre la presse papier et la presse en ligne qui ne bénéficient pas et de loin du même taux de TVA? En effet, le taux de TVA super réduit à 2,1 sur les ventes n'est pas appliqué à la presse en ligne. Pourtant, ce n'est pas l'édition papier qui justifiait cette aide.
En 2012, 1700 entreprises ont bénéficié de ce dispositif. Cet avantage fiscal est la principale aide à la presse aux côtés de l'aide au transport postal. Au-delà de l'injustice subie par tel ou tel titre de presse exclusivement en ligne, ce différentiel de taux de TVA représente un frein à la nécessaire modernisation et aux innovations dans tout le secteur de la presse, y compris traditionnel, qui ne se conçoit plus hors le numérique et constitue à la fois un handicap économique et un frein à la migration des abonnés papier vers les offres numériques. Sur ma proposition, depuis plusieurs années, le Sénat a voté la fin de cette injustice. Je sais que le gouvernement et la ministre Aurélie Filippetti est sensible et se mobilise, et notamment négocie au niveau européen pour obtenir cela. Mais sans attendre, Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire pour remédier à cette injustice et rendre effective la neutralité technologique? Merci. La parole à Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup, Monsieur le sénateur David Assouline, pour cette question qui me donne l'occasion de saluer ce qui a été votre implication constante sur ce sujet, un combat que vous avez mené avec d'autres sénateurs pour la neutralité des supports, à la fois pour les objets culturels. Je pense notamment à la volonté qui a été la vôtre de faire en sorte qu'on aligne la TVA sur le livre numérique sur celle du livre, taux réduit de TVA à 5,5. Vous avez également mené ce combat pour la presse en ligne, qui est dans une situation un peu différente du livre, puisque pour ce qui concerne la presse en ligne, comme vous le savez, le taux de TVA applicable à la presse en ligne à la presse papier est de 2,1%, pour des raisons qui tiennent au fait qu'au moment où la directive TVA a été négociée, on a appliqué le taux qui s'appliquait aux activités lorsqu'il s'agissait de taux réduits, c'est ce qu'on appelle la clause de gel. Et à l'époque où ce taux a été défini, la presse numérique n'existait pas encore. Et c'est le résultat du progrès technologique, comme vous l'avez souligné dans votre question, qui a conduit la presse numérique à se développer en véhiculant des informations, en menant des investigations qui sont aussi importantes et précieuses pour la démocratie en France et en Europe que ce que peut faire la presse papier. Et par conséquent, pour les mêmes raisons que celles qui nous ont conduites à nous mobiliser sur le taux réduit de TVA pour le livre numérique, nous avons pris l'engagement, et Aurélie Filippetti l'a fait au mois de juillet en Conseil des ministres, d'appliquer le taux réduit de TVA à la presse en ligne. Il s'avère que ce combat est un combat qui est partagé par un très grand nombre de pays de l'Union européenne. Faut-il rappeler que dans l'accord de coalition qui lie les différentes formations politiques allemandes dans le gouvernement d'Angela Merkel, la mise en place d'un taux réduit de TVA sur la presse en ligne a été actée comme un objectif à atteindre. Et dans le cadre des consultations en cours relatives à la rédaction de la nouvelle directive TVA, beaucoup de pays de l'Union européenne nous ont rejoints. Dans ce contexte, nous pensons que le moment est venu d'aligner le taux de TVA applicable à la presse en ligne sur la presse papier, et le gouvernement prendra une initiative législative dans les semaines qui viennent pour matérialiser cette volonté. Et au moment où cette initiative législative sera prise, de manière à ne pas perdre de temps, nous prendrons également par instruction des dispositions qui nous permettront de faire en sorte que, sans tarder, sans délai, cet alignement entre dans les faits. Nous aurons ainsi répondu à votre préoccupation et donné satisfaction au combat que beaucoup de sénateurs sur tous ces bancs mènent depuis de très nombreuses années. Merci. La parole à Joël Labbé pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question concernera les OGM, mais au préalable, je souhaiterais, puisque c'est arrivé aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, avec mes camarades écologistes, notre grande satisfaction d'avoir vu ce matin l'Assemblée nationale adopter conforme notre proposition de loi visant à mieux encadrer l'usage des pesticides. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et concerne la procédure d'autorisation par l'Union européenne de l'OGM TC 1507 et le maintien d'un moratoire sur le maïs OGM MON 810. Les États membres de l'Union européenne doivent se prononcer avant le 12 février sur une demande d'autorisation de l'OGM TC 1507 proposée par la Commission européenne.
En l'absence de majorité qualifiée lors de ce vote, la Commission pourrait valider cette proposition, alors même que le Parlement européen a adopté une résolution contre cette autorisation. Aussi, nous demandons et nous comptons sur le poids du gouvernement français pour refuser cette autorisation et défendre la sécurisation des procédures d'autorisation des OGM. Nous tenons à pointer une seconde urgence, nationale cette fois. Il s'agit du maïs Mont 810. L'arrêté d'interdiction de ce maïs OGM pris par le gouvernement français en mars 2012 avait été annulé par une décision du Conseil d'État. Par un communiqué du 1er août de l'année dernière, vous avez confirmé, Monsieur le ministre, l'engagement du gouvernement à la conférence environnementale de septembre 2012 de maintenir le moratoire sur la culture des semences OGM afin de prévenir les risques environnementaux et économiques pour les autres cultures et pour l'apiculture. Cela en recherchant un cadre réglementaire adapté durablement au respect de ces objectifs. Vous avez aussi affirmé par ce communiqué qu'une décision serait prise avant le prochain semis qui aura lieu entre avril et juin 2014. On y arrive et c'est donc très prochainement. Alors, en cette période importante où nous étudions la loi d'avenir agricole que vous nous proposez, Monsieur le ministre, dont le socle est l'agroécologie, pratique au carrefour de l'agronomie, de l'écologie et des sciences sociales, pratique qui ne porte pas dans ses gènes du tout les OGM. Ma question est de savoir quelles décisions vous vous préparez à prendre afin d'en préserver durablement et nous le souhaitons définitivement notre territoire. Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, je vais faire un... Les couleurs sont à peu près les mêmes, mais nous ne sommes pas dans la même assemblée. Je voulais répondre à votre question. Il y a d'abord deux éléments dans votre question. Il y a des questions posées sur une dimension d'urgence liée à une autorisation d'un OGM, en l'occurrence un OGM qui a un numéro assez particulier, le 1507. Et puis il y a la question plus vaste posée sur la question des règles qui s'appliqueraient dans le cadre européen rediscuté et renouvelé des autorisations ou des possibilités qui seraient données aux États d'accepter ou de refuser le recours aux OGM. Donc il y a deux questions. Sur la première qui concerne l'immédiat et l'actualité, celle du fameux maïs 1507. La position de la France est très claire, elle a été exprimée à chaque rencontre que nous avons pu avoir, c'est que nous ne sommes pas d'accord pour que cette autorisation soit donnée. Pour des raisons d'ailleurs à la fois de fond et aussi sur une raison simple, c'est que l'EFSA a demandé à cette entreprise de préciser un certain nombre de règles, en particulier sur les impacts environnementaux de ce maïs, qui n'ont toujours pas été rendus par l'entreprise et qu'en conséquence de quoi, même en termes juridiques par rapport aux positions de l'EFSA, il n'y a pas de raison de l'autoriser. C'est le premier point. Le deuxième, c'est d'avoir un lieu de débat au niveau européen, au niveau du Conseil des ministres. Ça ne peut pas être celui du Conseil des ministres de l'Agriculture. Ça sera à la demande de la France, et nous avons travaillé avec Thierry Repentin, le Conseil des ministres sur les affaires générales, le 11 février, qui aura à traiter de cette question dans le cadre d'un débat, puisque c'est un point à l'ordre du jour, au point B. Donc il y aura bien un débat sur ce sujet. C'est ce que souhaitait la France. Chacun doit exprimer sa position sur ce sujet, et la position de la France, je le rappelle ici, c'est de ne pas accepter cette autorisation. Premier point. Deuxième point, plus vaste et plus global, sur cette question globale qui est posée depuis longtemps sur les organismes génétiquement modifiés. C'est les règles qui régissent à l'échelle européenne les choix que peuvent faire les États. Vous avez un maïs qui est autorisé aujourd'hui qui s'appelle le maïs Monsanto 810 et c'est sur la base de clauses de sauvegarde que la France aujourd'hui, par exemple, n'autorise pas le fait d'avoir recours aux semences de ce maïs. Clauses de sauvegarde qui sont contestées et juridiquement contestables. Il faut qu'à l'échelle de l'Europe, on soit capable de définir une réglementation et un cadre juridique qui permettent d'avoir pour les États des choix objectifs sur le fait qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas le recours à un OGM qui aura été autorisé à l'échelle de l'Europe. C'est ça l'enjeu, mais ça c'est un enjeu de deuxième temps, c'est un enjeu de discussion et de négociation sur le cadre juridique. Donc pour répondre à votre question, premièrement, la France
est contre l'autorisation de ce maïs. Deuxièmement, elle milite pour un changement du cadre juridique actuel. Merci. La parole à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRC. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Au lendemain du second anniversaire d'un grand discours prononcé par un candidat à l'élection présidentielle de 2012 au Bourget, j'en citerai une phrase. « Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. » Fin de citation. Le 24 décembre dernier, nous apprenions par la presse que l'autorité des marchés financiers avait procédé au renouvellement de 6 membres de la commission des sanctions qui existe en son sein. Rappelons, si nécessaire, le rôle de l'autorité des marchés financiers tel qu'il est défini sur son site Internet. Je cite, « Elle est une autorité publique indépendante qui régule les acteurs de la place financière française et lorsque c'est nécessaire, c'est elle qui contrôle, enquête et sanctionne. » Fin de citation. Nous avons pu noter la nomination au sein de cette instance d'une représentante de la banque suisse UBS, une personne jusque-là en charge de la conformité au sein de la banque. Vous le savez, Monsieur le Ministre, la banque UBS fait l'objet d'une enquête depuis février 2012, sanctionnée en juin 2012 d'une amende de 10 millions d'euros par l'autorité de contrôle prudentiel pour, je cite, « laxisme dans le contrôle des pratiques commerciales ». L'information judiciaire ouverte à Paris porte sur le motif suivant. Démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée. Vous conviendrez, Monsieur le Ministre, chers collègues, que le télescopage entre les termes de la doctrine de l'autorité des marchés financiers et ceux décrivant les faits reprochés à la banque est assez saisissant. Ma question sera double, Monsieur le Ministre. La première, quels sont les critères qui ont présidé à la désignation de la représentante de la banque UBS au sein de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers? La deuxième, diriez-vous que cette décision est de nature à nous préserver du contrôle par la finance, de l'économie, de la société et même de nos vies? Je vous remercie. Merci, Monsieur Bernard Cazeneuve. Monsieur le sénateur Éric Bocquet, c'est l'intensité du combat que vous menez pour lutter contre la finance devenue démente. Vous le faites en animant une commission sur les paradis fiscaux et sur la lutte contre la fraude fiscale qui fait un travail remarquable. Et tout au long des débats que nous avons eus à l'occasion de l'examen des lois financières, vous avez témoigné de votre détermination et je veux la saluer ici. Mais je veux aussi vous indiquer que votre détermination n'a d'égal que la nôtre en ces matières. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes en situation de responsabilité, nous avons pris un ensemble de dispositions qui devraient totalement vous satisfaire puisqu'elles vont dans le sens des préoccupations que vous avez exprimées à travers votre question. Faut-il rappeler les 60 mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat pour lutter contre la fraude fiscale, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'inversion de la charge de la preuve pour ce qui concerne le transfert des bénéfices, qu'il s'agisse des conditions beaucoup plus restreintes de déduction des intérêts d'emprunt des bénéfices pour éviter l'optimisation fiscale, qu'il s'agisse à travers la loi que nous avons présentée avec Christiane Taubira devant votre Assemblée et qui durcissent considérablement les peines qui s'appliquent à ceux qui se livrent à de la fraude fiscale en utilisant notamment le recours à des sociétés écrans, qu'il s'agisse également du combat que nous menons au plan européen avec Pierre Moscovici pour faire en sorte qu'il y ait des échanges automatiques d'informations au sein de l'Union européenne qui permettent de faire en sorte que l'Europe soit elle-même mandatée pour que ces conventions soient signées au plan international et que nous puissions avoir une véritable liste européenne d'États et territoires non coopératifs. Toutes ces actions-là nous ont conduit à obtenir des résultats en matière de lutte contre la fraude et maîtrise de la finance qu'aucun gouvernement avant nous n'avait obtenu. Je veux notamment évoquer l'objectif que nous sommes assignés pour 2014 de lutte contre la fraude fiscale qui nous conduit à escompter de la lutte contre la fraude fiscale près de 2 milliards
de recettes. Et par ailleurs, je veux vous indiquer qu'au terme de la circulaire que j'ai prise au mois de juin dernier, c'est d'ores et déjà 11 000 dossiers qui ont été déposés devant l'administration fiscale qui nous permettent d'avoir plus d'1 milliard de recettes pour l'année prochaine. Pour ce qui concerne la question que vous m'avez posée, mais qui n'est pas sans relation collatérale avec ce que je viens d'évoquer avec beaucoup de précision. Pour ce qui concerne cette question, mais je reviens quand vous voulez, le plaisir d'être avec vous est sans limite. S'il vous plaît, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien Pour ce qui concerne la question, Monsieur le sénateur, que vous avez posée, comme vous l'avez souligné vous-même, elle fait l'objet de procédures à caractère judiciaire concernant cette banque, et les obligations qui sont les miennes m'interdisent, sachant les choses, que tout le monde ne peut pas savoir, de faire des commentaires de manière à ne pas obérer l'efficacité des procédures en question. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe RDSE. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, dans sa dernière conférence de presse, qui à n'en pas douter marquera son quinquennat, le président de la République a décidé, pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises, de supprimer d'ici 2017 les cotisations familiales qui pèsent sur les salaires à hauteur de 30 milliards d'euros. Cette mesure est conforme aux préconisations du rapport Gallois, faute qu'il soit possible, dans le système de la monnaie unique, d'effectuer la dévaluation qui permettrait de rendre compétitive notre économie. Le rapport Gallois prévoyait cependant de compenser par un relèvement de la CSG la perte des recettes des caisses d'allocation familiale. C'est une toute autre voie qu'a dessinée le président de la République en proposant un effort d'économie équivalent et même supérieur sur les dépenses publiques à hauteur d'au moins 50 milliards d'euros d'ici 2007. Un conseil stratégique de la dépense publique s'est tenu ce matin sous la présidence du président de la République, auquel vous avez assisté en tant que ministre compétent à tous les égards de ce terme, Monsieur le ministre. Par quel canal le gouvernement entend-il maintenir les ressources des caisses d'allocation familiale? Celles-ci bénéficieront-elles d'une garantie de ressources équivalente indexée sur la progression de la masse salariale? À défaut, vous le savez bien, c'est toute notre politique familiale qui risquerait d'être remise en cause, alors que les effets de la crise se font sentir pour la première fois sur l'indice de fécondité qui vient de passer en dessous de 2. Pouvez-vous nous en dire un peu plus que le rappel des progrès déjà faits sur les gisements d'économies que vous envisagez? Plus vous avancerez sur la voie des économies, et plus celles-ci, vous le savez bien, seront difficiles. Les fusions de régions ne peuvent dégager que des économies marginales. Une idée que nous avons combattue, enfin que moi j'ai combattue, en 2010, sous la présidence de M. Sarkozy, peut-elle devenir bonne par le seul effet d'un changement de quinquennat? Les pistes envisagées jusqu'à présent nécessitent toutes, Monsieur le ministre, de donner du temps au temps, pour reprendre la formule de François Mitterrand. C'est pourquoi je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous nous éclairiez sur les principaux gisements d'économie. Je ne vous en demande pas plus, je ne vous demande pas de nous indiquer dès maintenant lesquels, mais que vous ayez la gentillesse de nous faire une revue, même très générale. Économie que vous considérez comme exploitable à court terme. J'aimerais aussi être rassuré, comme beaucoup, sur l'avenir des allocations familiales et du pouvoir d'achat des familles. Je vous en remercie par avance. Merci. La parole à Monsieur Bernard Cazeneuve. Bien, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Chevènement, merci beaucoup pour votre question qui repose sur 2 points. D'abord, vous m'interrogez sur le fait de savoir comment la réforme du financement de la branche famille va impacter les prestations et quelle est la stratégie qui est la nôtre de redressement aussi des finances de cette branche. Et puis la deuxième question que vous me posez, c'est de savoir, dès lors qu'il faut faire 50 milliards d'économies en 2015, 2016, 2017, quelles sont les voies, quels sont les sujets, quels sont les moyens que nous allons mobiliser pour atteindre l'objectif.
Et je veux donc répondre à ces deux questions. Pour ce qui concerne la première question, comme vous le savez, lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le déficit de la branche famille était de 2,5 milliards. Ce déficit était le principal obstacle au maintien des prestations familiales et à poursuite de la politique familiale. C'est la raison pour laquelle, dès l'an dernier, sans attendre, le gouvernement a pris des dispositions de redressement de la branche famille. Ces dispositions nous conduisent à faire 800 millions d'économies en 2014 et 2015 sur cette branche, 400 millions en 2014, le solde en 2015, par notamment un effort de gestion des caisses résultant de la mise en œuvre des contrats d'objectifs et de gestion à hauteur de 500 millions, et également ce que nous avons fait pour rétablir les comptes de la branche famille s'est traduit par une mesure de quotient familial qui a été discutée ici, qui a parfois été stigmatisée comme une mesure à but exclusivement fiscal, alors qu'il s'agissait de rétablir des comptes qui nous avaient été laissés dégradés. Je veux ajouter, pour vous rassurer, monsieur le sénateur, que ce que nous faisons sur la branche famille ne remet pas en cause les prestations, puisque nous allons ouvrir 275 000 places de crèches supplémentaires, que nous augmentons de 25 et 50% l'allocation familiale et le complément familial. Donc nous sommes vraiment dans une stratégie qui est une stratégie qui consiste à faire en sorte que, dans le cadre du plan pauvreté, grande pauvreté, les prestations familiales aillent vers ceux qui en ont plus besoin. Nous faisons un effort de gestion pour cela. Quelles sont les pistes d'économie pour demain ? D'abord, les économies faites sur la branche retraite et sur la branche famille vont monter en puissance à hauteur de 4 milliards d'euros sur la période qui s'ouvre devant nous. Deuxièmement, l'effort que nous faisons de maîtrise des dépenses de l'État et de l'assurance maladie par les normes, et notamment la norme zéro valeur, devrait permettre de dégager 20 milliards. Nous allons faire le solde par des réformes structurelles qui sont destinées par un travail sur les organisations, par des véritables réformes de structure, à faire en sorte que nos services publics dégagent des économies, montent en gamme, sans que ni les services publics, ni notre système de protection sociale ne soient remis en cause. Merci. La parole est à Jean Bizet pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant de me retourner vers le ministre en charge des Affaires européennes, je voudrais, Monsieur le Président, me réjouir de pouvoir m'exprimer cet après-midi, n'ayant pas pu le faire ce matin, dans un débat qui n'en était pas un, et pourtant qui était fondamental, puisqu'il s'adressait, si vous voulez, à une question, à savoir l'avenir de la filière nucléaire française, où le ministre en charge des relations avec le Parlement n'a pas pu lui-même s'exprimer. Et je déplore cela, je l'ai dit tout à l'heure, à moins que, je ne voudrais pas l'imaginer, le gouvernement n'ait pas été mécontent de ne pas avoir eu à clarifier sa position sur le sujet. Au moment où la Commission européenne invite les différents États membres précisément à réindustrialiser l'Europe, et je le dirais en boutade, et je ne pense pas que Monsieur le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, ne me démentira, ce n'est pas avec des moulins à vent qu'on réindustrialisera notre pays. Maintenant, je me retourne vers le ministre chargé des Affaires européennes. Fin décembre, la France a communiqué aux autorités européennes l'accord de partenariat qui contient la stratégie d'investissement de notre pays, déclinant la politique européenne de cohésion pour la période 2014-2020. C'est une question à 24,3 milliards d'euros. Cet accord de partenariat doit maintenant être validé afin que soient lancés les programmes opérationnels qui bénéficieront des fonds structurels européens. Dans cette perspective, plusieurs sujets nous inquiètent, Monsieur le ministre. Tout d'abord, la finalisation des programmes opérationnels semble devoir prendre plus d'1 an. Ce retard ne risque-t-il pas de devenir un handicap pour bénéficier des financements, surtout qu'il y a désormais un bonus, entre parenthèses, de 7% sur l'ensemble des crédits, pour les régions qui auront le mieux consommé les crédits disponibles, c'est-à-dire qu'ils les auront consommés le plus rapidement possible. Deuxièmement, l'accord de partenariat que vous proposez est plutôt un catalogue d'investissements possibles. Comment allez-vous assurer une politique lisible et cohérente sur l'ensemble du territoire national ? Enfin, désormais, ce sont les régions qui auront la responsabilité de la gestion des projets.
Auront-elles rapidement les compétences correspondantes? Va-t-il y avoir des transferts de personnel d'ESGAR? Est-ce compatible avec vos objectifs de réduction des dépenses publiques? Enfin, quelle garantie avons-nous que ces fonds soient utilisés en toute transparence et que les élus régionaux d'opposition ne soient pas discriminés dans les projets qu'ils soutiennent? Je vous remercie. Bien. Merci. La parole à Thierry Repentin, ministre des Affaires européennes. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, c'est une excellente nouvelle dont vous me permettez de parler, puisqu'effectivement, malgré des contraintes budgétaires existantes au niveau de l'Union européenne, je peux annoncer que la France ne souffrira d'aucune restriction sur la période 2014-2020 dans l'emploi des fonds structurels, près de 16 milliards d'euros, FEDER, FSE, mais également d'une enveloppe de près de 12 milliards d'euros au titre du deuxième pilier de la politique agricole commune, désormais plus proche, plus verte et plus juste grâce à Stéphane Le Foll. C'est un vrai succès de la diplomatie française sur la scène européenne et nous devons tous nous en réjouir car c'est de l'argent qui va irriguer nos territoires. Et la décentralisation de ces crédits voulus par le président de la République, c'est une pratique qui nous rapproche de ce qui se fait dans d'autres pays de l'Union européenne, mais c'est aussi, il faut le voir comme ça, un acte de confiance à l'égard des élus dans l'ensemble des territoires régionaux. C'est un acte de confiance dans la capacité à porter des projets de développement, de vraies stratégies, et il ne faut pas craindre finalement ce qui a été fait à titre expérimental des services de l'État qui sont nécessaires à l'exercice de ces compétences décentralisées. C'est vous qui les avez votées à travers la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, c'est à l'intérieur. Quant à la question des transferts de personnel, elle a fait l'objet d'une circulaire envoyée au préfet de région le 16 décembre dernier. Il reste aujourd'hui un décret en Conseil d'État et un décret simple s'agissant de la convention type qui sera publié dans quelques jours. Quant à la réserve de performance de 7%, elle n'interviendra qu'en 2019. Donc, aucun mois ne sera perdu et je pense que nous devons passer les uns les autres toutes nos énergies là où nous sommes en responsabilité pour la consommation de ces 27 milliards d'euros aujourd'hui disponibles pour les territoires. Merci. La parole à Françoise de Cartran pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée à la réussite éducative. C'est l'un des chantiers de la refondation de l'école et l'un des plus importants qui a été lancé par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre en charge de la ville, la réforme de l'éducation prioritaire. Un plan ambitieux avec des mesures concrètes fortes, centrées sur la pédagogie et soutenu par des moyens importants. Un plan nécessaire de justice sociale. En effet, initié au début des années 80, la politique d'éducation prioritaire défendait un objectif, donner plus à ceux qui ont moins, donner plus aux territoires et aux établissements qui concentrent le plus de difficultés. 30 ans après, force pour nous est de constater les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. La France reste le pays développé où le poids des origines sociales, de même ces équipes doivent pouvoir bénéficier d'une formation adaptée et de perspectives de carrière améliorées. Oui, refonder l'école, c'est refonder l'éducation prioritaire. Aussi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quels sont les moyens que vous entendez donner et selon quel calendrier pour soutenir cette nécessaire continuité dans l'accompagnement pédagogique des 20% des élèves inscrits aujourd'hui dans une zone d'éducation prioritaire, qu'elle soit urbaine ou rurale? Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Angevin, ministre chargée de la réussite éducative. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Cartron, je crois qu'effectivement, en abordant cette question de l'éducation prioritaire, nous arrivons à un moment central de la loi refondation que nous sommes en train d'opérer. Comme vous l'avez dit, les résultats dans notre pays, et ça a été encore confirmé par le rapport PISA, ne sont pas quelque chose que nous pouvons accepter, puisque effectivement, dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers de la politique de la ville, eh bien, les enfants modestes ne sont pas du tout à la hauteur des apprentissages qu'ils devraient avoir. Et ceci, effectivement, il y a
des équipes enseignantes qui sont remarquables. Je suis allée ce matin encore à Marseille et je considère que certains, oui absolument, et j'ai vu 2 collèges où il se fait des choses magnifiques. Et je considère que véritablement, les enseignants qui sont dans ces quartiers, véritablement font honneur à notre pays. Et ils ont une tâche qui n'est pas facile. Mais justement, il faut que nous... Absolument, ce sont des gens remarquables et on ne le dit pas suffisamment. Eh bien, cette refondation de l'éducation prioritaire, eh bien, elle sera d'abord à concentrer les moyens que nous accordons aux équipes à l'éducation nationale dans les quartiers où ils sont nécessaires. C'est-à-dire que les postes débloqués pour plus de maîtres que de classe, pour la scolarisation des moins de 3 ans, seront implantés d'abord dans ces quartiers où on en a le plus besoin. Les personnels non enseignants, c'est-à-dire les infirmières, les assistantes sociales, ont aussi un rôle important à jouer dans ces quartiers où justement les enfants ont des problèmes de santé, les enfants ont besoin de parler et par conséquent ils sont tout à fait précieux. Il s'agit aussi d'améliorer le climat scolaire et les assistants d'éducation, les assistants de prévention seront eux aussi présents davantage encore dans ces établissements. Il s'agit d'améliorer les relations partenariales de l'école et surtout dans des quartiers où parfois les parents sont éloignés des codes de l'institution scolaire, il faut améliorer la relation avec les parents car il faut qu'il y ait une convergence des efforts pour que l'enfant soit élevé dans une condition suffisante. Je voudrais dire aussi qu'une réforme qui me semble importante, c'est que les enfants de 6e seront pris en charge d'une manière continue. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus l'occasion de sortir à l'extérieur entre 2 cours. Entre 2 cours, eh bien, on fera en sorte qu'ils aient des cours de soutien, de l'accompagnement pédagogique, du tutorat, des moyens numériques nouveaux. Et enfin, pour les enseignants, il y a bien entendu une amélioration matérielle pour tenir compte de leur investissement, mais il y aura surtout du temps pour qu'ils puissent travailler en études, pour qu'ils puissent effectivement se concerter, monter des projets. C'est une belle réforme, elle sera de longue haleine, mais je crois qu'elle est indispensable pour qu'aucun jeune de France n'ait le sentiment qu'il est resté sur le bord du chemin. Très bien, merci. La parole est à Luc Carvounas pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Madame la ministre, mes chers collègues, alors que l'emploi reste la priorité du Président de la République, du gouvernement ainsi que de notre majorité, il est un secteur de notre économie, formidable atout stratégique pour la France, qui a été trop longtemps délaissé, voire parfois méprisé par les décideurs publics, représentant pourtant 7% de notre PIB, employant 2 millions de personnes de manière directe et indirecte, mais aussi offrant à notre pays une balance commerciale excédentaire de 12 milliards d'euros, l'industrie du tourisme doit aujourd'hui connaître une véritable révolution industrielle et culturelle. C'est donc à juste titre que le Président de la République a rappelé, à la fin du mois d'août dernier, lors de la conférence des ambassadeurs, que l'industrie du tourisme méritait d'être une grande cause nationale. Il a fixé 2 objectifs. Le premier consiste à maintenir la France à son premier rang mondial en termes de visiteurs dans notre pays. Dans un deuxième temps, notre industrie du tourisme devra dégager le premier solde européen en termes de recettes. Pour y parvenir, Madame la Ministre, vous avez initié les Assises nationales du tourisme et je ne peux que vous soutenir dans votre démarche. Arme anti-chômage, vitrine du Made in France, révolution industrielle et technologique, l'industrie du tourisme doit être considérée à sa juste valeur. Madame la Ministre, pouvez-vous, dans cette optique, présenter à notre Haute Assemblée les objectifs de ces Assises nationales du tourisme que vous pilotez, en rappelant aussi l'importance de ce secteur dans la bataille que nous menons pour l'emploi? Je vous remercie. Merci. La parole à Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Luc Carvounas. Vous avez raison de rappeler l'importance économique du tourisme dans notre pays. Vous avez rappelé les chiffres, plus de 83 millions de visiteurs, 7% du PIB, 12 milliards d'euros de recettes. C'est un secteur important qui contribue à la croissance, à la création d'emplois. Mais ce secteur qui a longtemps été délaissé, depuis fort longtemps, des réunions interministérielles n'avaient pas été organisées pour donner un nouveau souffle, une nouvelle impulsion
à notre politique touristique afin effectivement de créer de la croissance, de créer des emplois et de diversifier nos destinations puisque notre pays compte beaucoup d'atouts. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a installé les assises du tourisme autour de 9 priorités, de 9 thématiques essentielles et je tiens à saluer votre participation et votre implication puisque vous copiloter un groupe particulièrement important sur l'adaptation de la filière aux mutations du secteur. Et je veux aussi saluer l'implication des autres pilotes et des autres personnes qui s'impliquent puisque plus de 400 personnalités qualifiées sont associées à ce grand débat national. Mais il ne s'agit pas uniquement des thématiques qui nous réunissent régulièrement à Paris. Nous avons voulu impliquer les Français autour d'un site internet pour que nous puissions recueillir leurs propositions, leurs contributions. Également, des assises territoriales en région et dans les Outre-mer se dérouleront et vont prochainement être organisées dans le territoire dont vous êtes l'élu pour justement prendre en compte les spécificités territoriales. L'enjeu est bien de remplir les objectifs fixés par le président de la République et de moderniser notre offre, d'être innovant, d'être dynamique sur ce secteur qui est de plus en plus concurrentiel, de créer des emplois et de créer dans cette filière des métiers d'avenir, des métiers d'excellence, puisque vous le savez, 50 000 postes chaque année ont du mal à être pourvus ou ne sont pas pourvus. C'est la raison pour laquelle cela demande une implication majeure de l'ensemble des acteurs, des collectivités territoriales, mais également des professionnels au sens large, parce que c'est une politique transversale. Et j'invite l'ensemble des parlementaires et des élus locaux, des professionnels à se rassembler sur cette thématique qui est un beau projet pour la France, un beau projet pour notre image à l'international et qui mériterait beaucoup plus du rassemblement, de fédérer les énergies et de contribuer positivement à la croissance, à la création d'emplois et au redressement de notre pays. Très bien, merci. La parole à présent à notre collègue François Trucy pour le groupe UMP. Oui, ça va. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, mes très chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et j'y associe, si vous le permettez, mes collègues Falco et Colomba, sénateurs du Var. Monsieur le ministre, avec le Premier ministre, vous vous êtes rendu en urgence dans le Var et nous vous en remercions. Vous avez compté comme nous les morts qui s'ajoutent aux 23 morts de Draguignan en 2010, plus le suicide d'un agriculteur hier matin. Vous avez des visu constaté l'énormité et la gravité des dégâts dont souffre la population varoise, familles, cultivateurs, éleveurs, artisans, commerçants, les entreprises du Var, 1900 habitations dévastées, 600 véhicules et 100 bateaux détruits. La reproduction spectaculaire de ces catastrophes dites naturelles nous pose un grave problème. Les départements du Sud, au cours de ces dernières années, ont produit beaucoup d'efforts, d'énormes efforts coûteux mais indispensables pour prévenir leurs incendies de forêt et lutter contre eux. Nous avons toujours pu compter sur la solidarité des départements voisins et de l'État. Mais, Monsieur le ministre, il n'en est pas de même pour les inondations. Là, tout reste, ou presque tout reste à faire. Or, le Sénat a travaillé sur cette question. La mission commune d'information présidée par le sénateur Louis Nègre des Alpes-Maritimes et dont le rapporteur est Pierre-Yves Collombat du Var a réalisé l'an dernier un remarquable travail, précis, réaliste, sans concession, y compris à l'égard de certains services de l'État dont l'action sans discernement sur le terrain est spécialement néfaste. Une proposition de loi sur la prévention des inondations a été adoptée ici, dans un temps record, à l'unanimité, et elle a déjà formulé nombre de propositions. Une partie d'entre elles n'ont-elles pas été reprises par Madame le ministre Lebranchu dans la loi sur les territoires et les métropoles? Mais beaucoup reste à faire, énormément reste à faire. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais si vous me permettez, Mesdames et Messieurs tous les ministres, faites tout pour que ce problème de sécurité majeur des inondations dans le Sud ou ailleurs soit pris en compte par le gouvernement et tout le gouvernement pour ce qui le concerne. Faute de quoi, le rapport du Sénat ira rejoindre dans les oubliettes du Parlement la multitude des rapports inutilisés qui y croupissent. Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole à Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Manuel Valls regrette de ne pouvoir vous répondre personnellement. Comme vous l'avez rappelé, il s'est rendu lundi dans le Var avec le Premier ministre et le ministre de l'Écologie. C'est le devoir de l'État d'être aux côtés des habitants, des sinistrés qui vivent une situation difficile
J'ai bien sûr, comme vous, une pensée pour les familles des victimes. C'est une opération de secours de grande ampleur et périlleuse qu'il a fallu organiser dimanche, notamment à la Londe des Morts, une opération comme on en voit rarement, avec plus de 200 hélitreuillages. L'engagement des acteurs du secours doit être salué. Face au drame, la mobilisation a été totale et la solidarité nationale s'est pleinement exprimée. La catastrophe passée, l'État n'abandonnera pas les territoires sinistrés. Il sera présent pour accompagner le retour à la vie normale. Les arrêtés de classement en catastrophe naturelle seront pris dans les prochains jours. Manuel Valls a également décidé de laisser sur place les moyens militaires de la sécurité civile. Il y a un chantier immense de nettoyage, de mise en sécurité des cours d'eau, des routes qui doit être mené à bien. C'est la priorité des priorités. Mais, vous l'avez dit, répondre à ces drames, c'est aussi les prévenir au mieux. Aujourd'hui, 17 millions de Français vivent en zone inondable. En matière de prévention, l'action et la détermination de ce gouvernement ont également permis des avancées sous l'impulsion de Philippe Martin. Dans le Var, le préfet a ainsi entamé, avec les collectivités locales, une série de réunions pour la mise en place rapide de projets de prévention des risques d'inondation qui sont l'outil essentiel de la prévention. Les collectivités doivent en effet être pleinement impliquées dans la prévention. À l'initiative de votre collègue Colomba, une nouvelle compétence en matière de prévention des inondations a été introduite dans la loi sur les métropoles. Il faudra bien sûr faire vivre cette compétence et cela est rendu possible par la création d'un mode de financement adapté. Face aux répétitions des catastrophes naturelles, notre pays doit également développer une vraie culture du risque. C'était l'objet des excellents rapports produits par votre Assemblée. Je pense, comme vous l'avez fait, au rapport de Louis Nègre et de Pierre-Yves Collombat, mais aussi à l'important travail d'Alain Anziani et Bruno Retailleau sur les submersions marines. Je tiens à vous rassurer, ce travail n'est pas resté et ne restera pas lettre morte. Des progrès ont déjà été accomplis, d'autres, c'est certain, restent à faire, mais toujours, que ce soit en Bretagne, à La Réunion, dans la Drôme ou aujourd'hui dans le Var, l'État sera présent aux côtés des populations sinistrées. Merci. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct du Sénat. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct du Sénat. Après la séance des questions d'actualité au gouvernement en direct sur notre antenne aujourd'hui, eh bien on refait cette séance avec nos invités sur le plateau et on commence tout de suite avec la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau puisque nous